Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de vous présenter le chapitre 8 qui concerne donc les masses et les volumes. Donc vous avez déjà un premier document que je vous avais demandé de compléter et qu'on va corriger ensemble. L'idée c'est donc de bien comprendre en fait la différence entre ces deux notions, des choses que vous connaissez déjà un petit peu, mais là on va essayer de les retravailler de manière un peu plus rigoureuse. Alors la première partie au niveau de l'introduction, il y avait deux questions qui étaient posées. Quelle est la masse d'un arbre, quelle est la masse de l'eau? Sauf que la question qui était réellement posée et à laquelle il fallait répondre, c'était est-ce qu'on peut répondre facilement à ces deux questions? Et quand on y réfléchit un petit peu, la réponse c'est non à chaque fois. On n'est pas capable de donner la masse d'un arbre, puisqu'en fait ça va dépendre de l'arbre que vous étudiez. Ça va dépendre de sa taille, ça va dépendre également de l'espèce, puisqu'en fonction du bois, certains bois vont être plus ou moins lourds par rapport à d'autres. Le liège, par exemple, qui est un bois beaucoup plus léger que le chêne. Donc ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Donc quelle est la masse d'un arbre? En fait, on ne peut pas répondre à cette question de manière facile. Il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Pour la deuxième question, c'est pareil. Quelle est la masse de l'eau? En réalité, c'est difficile de répondre à cette question comme ça tout de suite, puisqu'il faut prendre en compte d'autres paramètres, notamment quel volume d'eau. Vous voyez, dans ma réponse, c'est ce que j'ai noté, on ne peut pas répondre facilement à cette question, car cela dépend en fait du volume d'eau étudié. Quelle quantité? Même si on verra qu'en réalité, volume et quantité, c'est deux choses à distinguer. Mais ici, par rapport au liquide, on peut considérer que c'est la même chose. Donc nous, l'objectif ici, ça va être de bien distinguer et d'être capable de mesurer à la fois la masse et le volume d'une substance, que ce soit un solide ou un liquide. Ça va être les deux travaux qu'on va faire pour cette année. Le gaz, ça va plutôt être mis de côté, ça va plutôt être revu l'année prochaine en quatrième. C'est une notion qui est importante en physique et en chimie, et donc c'est vraiment primordial de savoir ce que c'est que la masse et le volume, et d'être capable de les mesurer de manière précise, dans les bonnes unités et avec le bon matériel. Première étape donc de notre travail, on s'intéresse d'abord au volume. Alors ça, c'était des choses assez faciles que normalement vous avez été capable de faire tout seul. Il faut faire attention par contre, comme c'est noté ici dans l'énoncé, que le volume, c'est une définition de cours qu'on a déjà vu un petit peu quand on a travaillé notamment sur les gaz et leurs propriétés. Le volume, c'est l'espace occupé par la substance, que ce soit un solide, un liquide ou un gaz. Très souvent, en fait, c'est assimilé à la quantité, à tort. Alors au passage, vous corrigerez sur votre poly, ça s'écrit avec un T, à tort. Puisqu'en fait, on a tendance à confondre les deux, le volume et la quantité. Dans le cas d'un solide et d'un liquide, la distinction est pas forcément très évidente. Dans le cas d'un gaz, par contre, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Donc voilà, là on va bien parler de volume, c'est-à-dire la place, l'espace occupé par la substance. Le volume, en chimie, ça se mesure en litres. Le volume se mesure en litres. Le symbole, c'est grand L majuscule. Et on va donc avoir les multiples et sous-multiples que vous connaissez déjà, le litre, et puis on va avoir le décilitre, le centilitre et le millilitre. L'idée, c'est d'être capable de faire des conversions entre ces différentes unités. Là, vous avez un petit exemple que je vous avais donné sur une recette d'un cocktail, où l'idée, donc, c'était de convertir les unités données ici, les volumes en centilitres, en litres, en décilitres donnés ici, pour les avoir en millilitres, pour pouvoir faciliter ensuite la mesure. Donc quand on regarde par rapport à ce tableau, normalement c'est des choses que vous devez déjà être capable de faire, puisque c'est des compétences qui datent de la primaire, voire même de l'année de 6e. Donc ici 6 centilitres, ça correspondra à 60 millilitres. 0,08 litres, 0,08 litres, on est à 80 millilitres. 0,3 décilitres, 0,3 décilitres, ça fait 30 millilitres. Et 0,2 centilitres, 0,2 centilitres, on est à 2 millilitres. Voilà, ça c'était ce que vous deviez faire, et que vous devez être capable de retrouver pour ces conversions d'unités. Pour les volumes, l'étape suivante maintenant, ça va être donc de mesurer le volume d'un liquide, pour commencer, qui est le plus facile, et on passera ensuite au volume d'un solide, qui peut être parfois un peu plus complexe. Pour mesurer le volume d'un liquide en chimie, on va pouvoir utiliser différents ustensiles, différents récipients possibles, qui vont être de précision différente. Il y en a certains que vous connaissez déjà, d'accord. Là ici, on va voir par exemple ce qu'on appelle le verre doseur, qu'on utilise beaucoup par exemple en cuisine, et qu'on n'utilise quasiment jamais en chimie, parce qu'en fait c'est un matériel qui est très peu précis. La précision est mauvaise, voire même très mauvaise. Ensuite, un autre matériel que vous connaissez, c'est le bécher. Alors le bécher, par contre,
On l'utilise pour faire beaucoup de manipulations en chimie. Il y a des graduations dessus sur ces parois, mais la mesure du volume est également mauvaise au niveau de la précision. Ce n'est pas ce qu'on va utiliser pour mesurer précisément des volumes. À côté, vous le connaissez aussi, son nom, c'est l'Erlenmeyer. Lui aussi comporte des graduations pour mesurer des volumes en millilitres en général, ces données, mais là aussi, c'est pas forcément très précis. On est sur une précision qui est mauvaise. Et puis on va avoir par contre deux ustensiles qui vont nous permettre de mesurer des volumes de liquide beaucoup plus précisément que les trois autres. Le premier que vous avez ici, je vous en montre un exemplaire, une grande version que vous avez là. Après, il y a différentes tailles possibles. Ici, on est sur ce qu'on appelle une éprouvette graduée, puisqu'elle comporte des graduations, et on peut aller avec celle-ci jusqu'à 250 ml. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éprouvette graduée. Et la précision, elle est bonne. On a une bonne précision pour la mesure des volumes. Ici, avec celle-ci, par exemple, je peux mesurer tous les 2 ml, parce qu'il va falloir regarder, quand on regarde sur les graduations, ce qu'on appelle une division, c'est-à-dire la séparation entre deux petites graduations, ce qu'on va appeler une division. Et ici, par rapport à cette éprouvette-là, une petite division, une séparation entre deux petites graduations vaut 2 ml. Donc on est quand même sur des mesures assez précises. Et puis en fait, la dernière verrerie que vous avez là, c'est ce qu'on appelle la fiole jaugée. Pourquoi on l'appelle fiole jaugée? Parce qu'il n'y a pas de graduation dessus, il y a ce qu'on appelle une jauge. Je vous montre ici un exemplaire de fiole jaugée en plastique. En fait, il n'y a qu'un seul trait dessus. C'est-à-dire qu'avec cette fiole jaugée, je ne peux mesurer qu'un seul volume. Ici, on est à 50 ml. Par contre, c'est un volume qui est extrêmement précis. C'est même le matériel qui mesure le plus précisément les volumes, en tout cas pour le niveau collège. Mais par contre, c'est un seul volume possible, donc si j'ai besoin de mesurer 25 ml de manière très précise, je ne vais pas pouvoir utiliser celle-ci, je vais devoir prendre une fiole jaugée de 25 ml. Et il existe donc des tailles différentes en fonction des volumes nécessaires. Donc là, on est sur une précision qui est très bonne. Pour l'ensemble du travail que je vais faire aujourd'hui, moi je vais utiliser l'éprouvette graduée, parce que la précision est bonne, et en plus, je peux mesurer avec plusieurs volumes différents. Donc du coup, ça va plutôt être celle qui va être pratique pour la suite de mon travail. Comment on fait pour mesurer justement donc le volume d'un liquide avec une éprouvette graduée? Alors, il y a une petite vidéo que je vous donnerai et que vous pourrez regarder également pour bien comprendre comment on utilise ce genre de matériel, mais je vais le faire devant vous ici. L'idée, ça va être tout simplement de remplir l'éprouvette jusqu'à une certaine graduation. Par contre, au niveau de la lecture, on va avoir des surprises. Je vous montre ça avec de l'eau du robinet que j'avais prise à disposition dans une bouteille. Je vais remplir une certaine quantité au hasard. Voilà. Et en fait, quand on regarde, pour mesurer le volume de l'éprouvette graduée, en fait, il faut se placer exactement à l'horizontale, obligatoirement avec l'œil placé au bon endroit. Si vous regardez attentivement, en fait, quand on va placer un liquide dans un récipient qui a une forme cylindrique, le liquide, contrairement à ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, on avait vu que la surface libre d'un liquide était toujours horizontale. En réalité, la surface libre ici, quand on est dans un tube de forme cylindrique, elle ne va pas être parfaitement horizontale, elle va être légèrement bombée vers le bas, c'est ce qu'on va appeler former un ménisque. Alors ici, on ne le voit pas forcément très bien parce que mon éprouvette est quand même assez large. Je vais vous montrer ce que ça donne dans un tube beaucoup plus fin, beaucoup plus étroit, le tube à essai. Et là, vous allez voir que le ménisque, il est vraiment bien visible. Quand on regarde, on voit bien que ici, en fait, la surface libre du liquide n'est pas du tout horizontale comme on pourrait le croire, mais elle est bien en fait sous forme d'un ménisque, c'est-à-dire un bombé vers le bas. Alors comment on va faire pour mesurer le volume dans notre éprouvette graduée? On doit toujours mesurer le volume en prenant le bas du ménisque. C'est-à-dire que je vais aller mesurer ici le ménisque en prenant la graduation du bas. Donc, quand on regarde par exemple ici dans l'éprouvette graduée de tout à l'heure, si on regarde attentivement le volume obtenu, quand on est bien à l'horizontale, en fait on est sur un volume, vous voyez, quand on prend le bas du ménisque, qui est à
110 millilitres. Voilà, hein, le volume ici, 110 millilitres. Quand on prend le bas du ménisque. Donc, on va noter très rapidement ce qu'on appelle ici le protocole expérimental, c'est-à-dire un protocole expérimental, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec vous, c'est tout simplement faire la liste des étapes que l'on doit suivre au niveau d'une expérience pour utiliser du matériel. Donc ici, première étape, c'est poser l'éprouvette graduée sur un support horizontal. Puisqu'on comprend très bien que si l'éprouvette graduée n'est pas horizontale, la mesure du volume n'est pas du tout possible. Alors, il faut que ce soit bien horizontal. Sur une table, par exemple. Ensuite, on verse le liquide. Donc, à chaque fois, hein, on commence par un verbe d'action à l'infinitif. Donc ici, verser le liquide dans l'éprouvette. Graduer. Et puis ensuite, on va mesurer, en lisant en fait sur les graduations, hein, le volume du liquide, en lisant les graduations. Et là, c'est important hein, de bien le préciser, on l'a vu, l'œil doit être également à l'horizontale. Le regard doit être à l'horizontale. On ne doit pas regarder de manière inclinée. D'accord ? Avec le regard bien horizontal. Et je rappelle aussi, hein, dernière chose, le liquide en fait dans un tube de forme cylindrique va former ce qu'on appelle un ménisque. La graduation qu'on va prendre en compte, c'est la graduation qui correspond au bas du ménisque. Donc ici, graduation avec le regard bien horizontal et en prenant en compte le bas du ménisque. Alors, le ménisque, ça s'écrit M-E-N-I-S-Q-U-E. Comme celui que vous avez dans votre genou, c'est la même chose. Ça a la même forme, hein, c'est une forme un peu bombée. C'est pour ça qu'on utilise le même mot de vocabulaire. Le bas du ménisque. Donc ici sur le schéma, je vais schématiser ça de manière assez simple, en exagérant un petit peu, hein, d'accord. Je vais représenter par exemple une certaine quantité d'eau dans mon éprouvette graduée en formant donc ce qu'on appelle un ménisque vers le bas. Hein, donc j'exagère fortement, mais c'est volontaire. Hein. Et donc ici, on va aller lire le volume. Hein, donc vous voyez, il y a deux possibilités. Soit je le prends ici, soit je le prends là. Et bien en fait, la bonne valeur du volume, c'est le bas du ménisque, c'est-à-dire à cet endroit-là. Donc nous, on va les lire ici. On va les dessiner un petit œil pour montrer qu'on regarde à cet endroit-là. D'accord ? On est bien avec le regard qui est parfaitement horizontal. Hein. On ne va pas se placer au-dessus pour regarder dans ce sens-là. On est bien à l'horizontale et on regarde le bas du ménisque. Et ici, on a trouvé par exemple 110 ml. Alors, maintenant qu'on est capable de mesurer le volume d'un liquide, on va pouvoir s'intéresser également à la mesure du volume d'un solide. Alors, il y a plusieurs façons de faire et en fait, ça va dépendre de la forme de solide. Il y a des choses que vous savez déjà faire, notamment grâce aux mathématiques. Par exemple, calculer le volume d'un solide de forme simple. Par exemple, le volume d'un cube de 1 cm de côté, vous le savez, hein, le volume, ça va être côté fois côté fois côté. Ça, c'est la formule que vous utilisez d'habitude. Hein. On va parler de longueur fois largeur fois la hauteur, par exemple. Et ici, comme on est dans le cas d'un cube, les trois ont la même valeur, ce qui va donner 1 cm multiplié par 1 cm multiplié par 1 cm, ça vaut 1 cm3. Voilà l'unité qu'on utilise en mathématiques pour mesurer les volumes. Donc là, le cube de 1 cm de côté aurait un volume de 1 cm3. L'autre exemple que vous avez, c'est le cas d'un pavé droit qui aurait une longueur de 2 cm, une largeur de 1 cm et une hauteur de 2 cm. Et bien, le volume de ce pavé droit, ce serait longueur fois largeur fois hauteur, c'est-à-dire quand on remplace 2 cm multiplié par 1 cm multiplié par 2 cm,
on obtient 2 fois 1 fois 2, ça fait 4 cm3. Voilà les mesures de volume en fait que vous utilisez déjà en mathématiques dans le cas de solides qui ont des formes simples. Maintenant, comment nous on va faire en physique quand on se retrouve avec des solides qui ont des formes beaucoup plus complexes? Là par exemple, vous avez le petit personnage qui a une forme beaucoup plus complexe, qui n'est pas du tout cubique, avec des bras, des jambes, des chapeaux, un chapeau, etc. etc. Comment on va être capable de mesurer son volume? Alors moi ici, je ne vais pas pouvoir travailler avec mon petit pirate, je vais utiliser le petit frère du canard confiné, qui est là. On va essayer de déterminer le volume de ce personnage ici. Comment on va faire? On va tout simplement reprendre exactement la même méthode que tout à l'heure pour mesurer les liquides. Je vous montre concrètement en quoi ça va consister. Je reprends mon éprouvette graduée qui contient toujours mes 110 ml d'eau de tout à l'heure et je vais y ajouter mon petit personnage à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer? On devine assez facilement. Le niveau d'eau va augmenter, on va obtenir un nouveau volume. La différence de volume qu'on va lire en fait sur l'éprouvette, c'est tout simplement le volume du personnage qui aura été immergé. Par contre, quand on fait ce genre de manipulation, il faut bien faire attention à avoir un objet qui va couler au fond de l'éprouvette et non pas flotter à la surface du liquide. Sinon, en fait, on ne va pas prendre la totalité du volume de notre objet. Donc là, quand je mets mon objet dans l'éprouvette, on rappelle qu'on a au départ 110 ml, on l'avait bien mesuré. Mon objet coule au fond, on fait chasser les dernières petites bulles d'air, et puis on remarque que le volume, c'est plus le même que tout à l'heure, il a légèrement augmenté. Et si on regarde attentivement, on est à peu près presque à 10 ml de plus. Si vous regardez attentivement au niveau des graduations, je rappelle que une division ici, c'est-à-dire entre deux petites graduations, on est à 2 ml. Donc tout à l'heure, on était à 110 ml. Donc ici, 112, 114, 116, 118. On est à peu près, alors si je me remets bien à l'horizontale, tant que ça se stabilise, on est à peu près entre 118 et 120, donc on pourrait dire peut-être 119 ml au total. Là on est quasiment à 120, quand on regarde le bas du ménisque, c'est pas tout à fait 120 mais presque. L'idée c'est de comprendre un petit peu le principe. Et donc ici on va tout simplement ensuite faire la différence entre les deux volumes, le volume d'eau qu'on avait au départ et le volume obtenu ensuite avec le personnage. Du coup la différence des deux c'est le volume de mon personnage. Sur notre poly, on va pouvoir indiquer ça au niveau du protocole, donc toujours pareil, en faisant différentes étapes. La première étape, c'est verser un volume connu, et ça c'est important, d'eau liquide dans l'éprouvette. Ensuite, ajouter dans l'éprouvette le personnage, ou le solide. Là j'ai pris un petit personnage, mais ça pourrait être n'importe quoi, une petite voiture, ou n'importe tout ce que vous avez sous la main à la maison. Ajouter le personnage dans l'éprouvette. J'insiste, un personnage qui doit couler entièrement. Ensuite, lire le nouveau volume sur l'éprouvette. L'éprouvette graduée, si je suis précis au niveau de mon vocabulaire. Et du coup, dernière étape, soustraire en fait ces deux résultats. Soustraire l'ancien volume du nouveau. Pour obtenir le volume du personnage. Concrètement, sur mon schéma, comment je vais faire? On va placer d'abord une première quantité d'eau, un premier volume d'eau dans l'éprouvette, toujours avec le ménisque. On va mesurer ici un volume. Donc moi, j'avais mesuré au bas du ménisque un volume de 110 ml d'eau. Et puis ensuite, une fois qu'on a placé notre petit personnage au fond de l'éprouvette, en fait, le volume, il a augmenté. On est maintenant
à, j'avais mesuré à peu près 120 millilitres. On a une différence par rapport à tout à l'heure. Si je prolonge ici, hein, on a une différence. Et cette différence, c'est le volume de mon petit personnage. Là, ici, nous, on mesure un volume de, au bas du ménisque, 120 millilitres. Donc, du coup, on devine que le volume du personnage, de la figurine, c'est, alors si j'appelle ce volume-là V1 et ce volume-là V2, ça sera V2 moins V1, c'est-à-dire le nouveau volume, les 120 millilitres, moins l'ancien volume quand il n'y avait pas le personnage dans l'éprouvette, 110, et donc on trouve, soustraction assez facile, 10 millilitres. Donc du coup, on peut considérer que le petit personnage qui est ici toujours au fond de mon éprouvette, son volume total vaut 10 millilitres. Alors vous allez me dire, par contre, on est là dans le cas d'un solide, un petit personnage, et on a un volume qui est en millilitres. Alors les unités millilitres, c'est plutôt une unité qui est courante pour les liquides, pas pour les solides. On l'a vu tout à l'heure, dans le cas des mathématiques, avec les solides, l'unité, c'est l'autre page, c'est celle-là, les unités qu'on utilise pour les volumes des solides en mathématiques, c'est les centimètres cubes. Et là, moi, je viens de trouver un volume pour mon personnage qui est en millilitres. Donc on va essayer de trouver en fait l'astuce pour convertir ces deux unités. Les 10 millilitres, ça correspond en fait à combien de centimètres cubes? Alors pour ça, on va réutiliser exactement la même méthode, mais pour un volume que l'on connaît, donc pour un solide qui est de forme assez classique. On vient de voir qu'un solide dont les volumes sont calculés en centimètres cubes en mathématiques peuvent également être mesurés en millilitres en sciences physiques. Comment on passe d'une unité à l'autre? Et bien pour ça, on refait exactement la même manipulation, mais je vais prendre un objet dont je connais parfaitement le volume. Alors il y a plusieurs possibilités. L'intérêt, c'est d'avoir des objets qui sont de forme facile. Donc là, vous voyez, j'ai trouvé ici un pavé droit qui sert en fait tout simplement de niveau à bulle, pour vérifier par exemple que ma table est bien horizontale. Et je suis capable de mesurer la hauteur, la largeur, la profondeur, etc., etc. Pareil pour le cube ici, que j'ai trouvé dans un jeu de société, que vous connaissez sans doute. On est capable de mesurer à la règle graduée ses dimensions. L'idée, ça va être de regarder quel est le volume en centimètres cubes, en le calculant mathématiquement parlant, et ensuite, avec l'éprouvette, de calculer son volume en millilitres, et de regarder s'il n'y aurait pas un lien entre les deux. Alors moi, je vais par exemple travailler ici avec mon pavé droit, dont on va mesurer directement le volume en faisant notre petit calcul. Donc pour ça, on rappelle la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. Donc ici, quand je mesure à la règle, j'ai une longueur de 4 cm, une hauteur qui vaut 1,5 cm et une largeur qui vaut également 1,5 cm. Donc ça, on va être capable de mesurer son volume. Ici, c'est le pavé droit. Son volume en centimètres, c'est donc longueur fois largeur fois hauteur. On a dit 4 cm multiplié par 1,5 cm multiplié par 1,5 cm. Et donc on obtient en fait, quand on fait ce calcul, 9 cm3. Et bien maintenant, du coup, l'idée, ça va être de mesurer son volume en millilitres. Pour ça, on va utiliser toujours pareil l'éprouvette graduée dans laquelle j'ai toujours mes 110 millilitres. Elle est vide, avec le volume de 110 millilitres. Je rajoute mon pavé droit, qui coule. Et quand on mesure son nouveau volume, on obtient à peu près entre 9 et 10 millilitres. Quand on regarde le bas du ménisque, on est, on est supérieur à 8 millilitres, ça c'est sûr. On n'est pas tout à fait à 10 millilitres. On est à peu près à 9 millilitres. Donc du coup, avec cette expérience, on a montré que le volume de mon pavé droit valait également 9 millilitres. Donc du coup, quand on compare les deux, les 9 cm3 valent 9 millilitres. On peut donc conclure que 1 millilitre, en réalité, c'est égal à 1 cm3. Donc la conversion, elle est très facile. Dans le cas de mon personnage que j'avais mesuré tout à l'heure, mon petit canard qui est ici,
On avait trouvé en fait un volume de 10 ml au total, mais c'est une unité qui est plus pratique quand même pour les liquides, pas pour les solides. Pour les solides, on va utiliser plutôt les centimètres cubes. C'est facile. 10 ml, du coup, ça correspondra à 10 centimètres cubes. Voilà l'analogie en fait entre ces deux unités. Et là, on l'a revérifié grâce à cette expérience. Toujours pareil, on connaît le volume de l'objet, on l'a mesuré à la règle et on a été capable de le calculer mathématiquement. Et on le mesure aussi à l'éprouvette. On remarque que du coup, les deux valeurs coïncident. Donc, les centimètres cubes sont égaux, entre guillemets, au millilitre. On va donc pouvoir passer facilement d'un système d'unité à l'autre par rapport au volume, à l'aide d'un tableau de conversion. Si je reprends en fait ici le tableau qu'on avait vu précédemment par rapport aux unités, les litres, on avait le millilitre, puis ensuite le centilitre, le décilitre, et pour terminer, le litre, qui est ici. Le mètre cube, qui est une unité qu'on utilise très souvent également plutôt en physique, d'accord, arrive beaucoup plus loin. On voit par exemple que 1 mètre cube, ce serait égal à 1000 litres. Donc 1 mètre cube, c'est un cube qui aurait 1 mètre de côté. Dedans, on est capable de mettre 1000 litres d'eau, par exemple. 1 centimètre cube correspond à 1 millilitre. Donc du coup, on doit être capable maintenant de passer d'une unité à l'autre sans problème. Exemple ici, on en déduit en fait l'écriture simplifiée de la recette, puisque quand on veut faire ce genre de recette, on va plutôt utiliser des liquides, donc des unités en litres ou par exemple ici en millilitres. Et bien du coup, on doit être capable de convertir. On vous dit par exemple ici le collant, on va en prendre 500 cm3, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Hop, ça nous donne 500 millilitres. Les 0,250 décimètres cubes, donc on est ici, 0,250, et ben du coup ça nous fait 250 millilitres. Là je vous laisserai éventuellement réfléchir à ça, en prenant par exemple ce tableau et en l'écrivant au crayon de bois. Ici on est à 0,00002 mètres cubes, donc ça nous donne, si je l'écris par exemple ici pour que tout le monde comprenne bien, 0, alors on a 4 zéros, 1, 2, 3, 4, le 2 qui vient ensuite derrière. Ça nous donne combien de millilitres? Et bien ici, ça nous donne 20 millilitres. Voilà comment on passe en fait de ces unités qui sont plutôt utilisées en mathématiques à ces unités-là qui sont plutôt utilisées en chimie, notamment dans le cas des liquides. Et donc vous avez ici par exemple cette recette de cocktail que vous allez pouvoir vous faire. En plus, pendant le confinement, ça va être l'occasion de vous occuper un petit peu. Alors maintenant qu'on a travaillé donc sur le volume, on va pouvoir passer à la deuxième notion importante dans ce chapitre, qui est la masse. Donc la masse des objets en fait, en physique et en chimie, ça ne se mesure pas forcément toujours avec la même unité. La masse, c'est en grammes en chimie, le symbole c'est petit g minuscule, et par contre plutôt en physique, et ça sera plutôt pour l'année de 3e, on utilise souvent le kilogramme. Alors là il faut faire attention parce que du coup, dans la vie de tous les jours, dans le langage courant, on a tendance à parler de kilos, tout court, de dire tel objet pèse 15 kilos, mais kilo, en fait, tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste un préfixe multiplicatif, il faut parler de kilogrammes. Et ça arrive aussi parfois qu'on trouve en fait des masses qui nous sont données en tonnes. Donc là, le symbole de la tonne, c'est le petit t minuscule. Donc en dessous, vous avez le tableau à compléter avec le nom des différentes unités. D'accord ? On retrouve ici le kilogramme. Ensuite, hectogramme, décagramme, le gramme, le décigramme, le centigramme et le milligramme. Les autres, je vous laisserai les remplir vous-même, parce qu'en fait, ce sont des unités que vous connaissez déjà. La tonne, elle est ici. Une tonne correspond à 1000 kg. Et vous avez une unité aussi qui sert beaucoup, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, qui est le quintal. Un quintal qui vaut en fait 100 kg. Donc nous, on va être capable aussi, encore une fois, d'utiliser toutes ces unités-là pour faire nos conversions. Par exemple, ici, vous avez la recette du super gâteau aux noisettes et au miel de mamie. Et bien en fait, comment on va faire? Là, ici, on voit que ça a été recopié un peu n'importe comment. On va essayer de remettre ça de manière bien homogène pour que ce soit facile à faire à la maison. 8 décagrammes, et ben ça correspond à
80 g de beurre, 0,04 kg, 0,04 kg, ça fait 40 g de farine. Ensuite, 0,00045 tonnes de noisettes, ça nous fait 45 g de noisettes, soit entières, soit en poudre, comme vous préférez. Et puis ici, hein, les 8000 centigrammes, les 8000 centigrammes, le centigramme il est ici, donc 8000 on est là, 8000 centigrammes, ça nous fait 80 grammes, voilà, j'y suis arrivé, hop, 80 grammes de sucre. Et puis on arrive avec les 0,5 hectogrammes de miel, 0,5 hectogrammes, ça nous fait 50 grammes de miel. Donc ça aussi, hein, je vous laisserai retravailler par rapport à ce tableau. Mais ça, c'est des conversions d'unités qui, normalement, doivent déjà être à votre portée depuis au moins l'année dernière, voire même peut-être avant, déjà en classe de primaire. Alors nous, ce qui nous intéresse en physique, c'est d'abord de savoir faire ces conversions, forcément, mais aussi d'être capable de mesurer la masse d'un objet, que ce soit un solide, mais aussi un liquide, on va le voir, et aussi éventuellement un gaz, mais ça sera plutôt pour l'année prochaine en quatrième. Pour mesurer la masse, vous connaissez, hein, pour mesurer la masse, on va utiliser ce qu'on appelle une balance. Alors la balance, il y en a plusieurs modèles possibles. Par contre, il faut toujours regarder l'unité de mesure utilisée par la balance. Puisqu'en fait, en fonction de l'appareil que vous utilisez, elle ne mesure pas la masse dans la même unité. Là, on a par exemple deux exemples. La balance de précision que j'utiliserai tout à l'heure, c'est pas tout à fait le même modèle, mais on reconnaît assez facilement, hein, qui va servir beaucoup en chimie, mais aussi à la cuisine. Peut-être qu'à la maison, vous en avez une justement qui va vous permettre de mesurer en fait des masses pour faire des recettes. Et ici, on est sur l'unité en grammes. Le symbole de l'unité, c'est le petit g. Donc on est sur une balance vraiment précise, puisqu'elle va être capable de mesurer au gramme près, voire même sur la mienne, vous voyez, hein, ici, au dixième de gramme près. Je vais même avoir un chiffre après la virgule. Dans le cas des salles de bain, par exemple, hein, là on est plutôt sur des balances qui vont mesurer les masses en kilogrammes, avec parfois aussi des chiffres après la virgule. Ça dépend aussi de la balance que vous avez à la maison. Donc la balance en kilogrammes, ça c'est plutôt à la salle de bain, c'est pas celle qui va nous intéresser nous. Nous on va plutôt travailler avec la balance de précision. L'objectif, je vous l'ai dit, c'est de mesurer à la fois la masse d'un solide, mais aussi mesurer la masse d'un liquide. Alors on commence par la masse d'un solide, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, des choses que vous savez déjà faire, hein. En réalité, on va faire en 3 étapes. La première étape, c'est de prendre la balance que l'on va poser sur un support bien horizontal. Et ça, c'est très important d'avoir un support horizontal. Au passage, vous remarquez par exemple que moi, ma balance, elle est munie ici d'un petit niveau à bulle, avec une petite bulle d'air dans un liquide, hein. Ça me permet de vérifier qu'elle est bien horizontale. Vous voyez, si je penche la balance, la petite bulle, elle n'est plus dans le cercle. D'accord ? Donc là, on voit qu'on est bien avec un support qui est bien horizontal, donc je vais pouvoir utiliser la balance. Ensuite, deuxième étape, on allume la balance et on attend que dessus, ça affiche 0. Et vous voyez au passage que j'ai bien un chiffre après la virgule et que l'unité qui est indiquée ici est en grammes. La dernière étape, c'est quoi? C'est d'aller placer mon petit personnage dessus pour en mesurer sa masse. Et par exemple, ici, donc, on va mesurer une masse de 9,3 grammes. La dernière étape, elle consiste en quoi? Elle consiste à économiser les piles de la balance, c'est-à-dire on l'éteint quand on n'en a plus besoin. On va donc pouvoir ici compléter en fait rapidement notre document en mettant les 3 étapes de notre protocole expérimental. La première étape, c'est poser la balance sur un support horizontal. Ensuite, allumer la balance et attendre qu'elle affiche 0 g, avec éventuellement des chiffres après la virgule. Hein. Donc ça, c'est vraiment quand il n'y a aucun objet posé dessus. Et normalement, si vous travaillez incorrectement, elle doit l'afficher sans souci. Ensuite, poser l'objet et lire la valeur de sa masse. Ça, c'est des choses assez faciles que je pense que vous avez déjà tous fait à la maison. Donc ici, on avait nous, par exemple, mesuré
pour la masse. Au départ, quand la balance est vide, on est à 0 g. Et puis on avait trouvé ici un 9,3 g pour le poids de ma petite figurine. Donc je vais pouvoir poser ici en résultat la masse de la figurine. Vous voyez au niveau de la notation petit m minuscule qui veut dire masse en physique et en chimie. Petit m, la masse de la figurine qui vaut 9,3 grammes. Et j'oublie pas de mettre l'unité, sinon ça n'a pas de sens. Pour mesurer la masse d'un liquide, ça va être un peu plus complexe, même s'il n'y a rien de très difficile non plus. C'est juste qu'il y aura des étapes intermédiaires pour pouvoir arriver à la masse d'un liquide. Comment on fait? Donc du coup déjà, on va devoir utiliser l'éprouvette graduée, puisqu'en fait, mesurer la masse d'un liquide, ça nécessite de connaître le volume de ce liquide. On l'a vu tout à l'heure, parler de la masse d'un liquide, ça n'a pas de sens. On va parler de la masse d'un certain volume de liquide. Par exemple, on va dire quelle est la masse pour 100 ml d'eau, ou quelle est la masse pour 200 ml d'eau. Il faut qu'on donne le volume précis. Donc ça va nécessiter de mesurer le volume avec l'éprouvette graduée. Donc on va utiliser l'éprouvette pour mesurer la masse de l'eau liquide ici. Les étapes, c'est quoi? La première étape, c'est comme tout à l'heure, poser la balance sur un support horizontal et l'allumer de façon à ce qu'elle affiche le 0. Ensuite, on va poser l'éprouvette qui est vide. Vous voyez, je l'ai complètement vidée de son eau. On pose l'éprouvette graduée dessus, et donc on va lire dessus la masse de l'éprouvette qui est vide. Alors là, maintenant, on a deux possibilités. Soit on prend sa feuille et on note à côté la masse de cette éprouvette qui est vide. Ensuite, on rajoute de l'eau. On va avoir la masse qui va augmenter, et du coup, on fait une petite soustraction. Ça, c'est si on a du temps et si on aime bien faire les petites soustractions et les mathématiques. Si on est un petit peu fainéant, on va utiliser en fait sur la balance la fonction TAR. La fonction TAR, ici, elle est disponible par le bouton 0, c'est-à-dire que l'éprouvette graduée est posée sur la balance. Sa masse, elle est affichée ici, 75,9 grammes. Mais moi, je vais dire à ma balance, cette masse-là, je veux que tu t'en débarrasses. Je ne veux plus que tu t'en tiennes compte. Donc, du coup, en appuyant sur le bouton 0, voilà, il affiche 0, alors qu'il y a quand même un objet qui est posé dessus. Si je l'enlève, mon éprouvette, on remarque que cette fois-ci, la masse de l'éprouvette, elle revient avec un signe moins. Si je pose l'éprouvette, je suis à une masse qui vaut 0 g. 0. Hop, on va refaire de façon à ce qu'elle soit bien faite. Voilà, 0 g tout pile. Donc maintenant, l'idée, ça va être de mesurer la masse d'un certain volume d'eau. Donc je vais pouvoir remplir progressivement mon éprouvette. Et là, ce que je vais mesurer avec la balance, c'est bien la masse d'eau que je rajoute. Donc là, on va travailler sur 50 ml, par exemple. On va aller placer 50 ml d'eau dans l'éprouvette. Voilà. Je vais finir de la remplir de manière précise avec une pipette d'eau distillée, toujours en relevant et en mettant ça au niveau de l'œil pour que ce soit précis. Voilà. J'ai placé mes 50 ml d'eau dans mon éprouvette, et quand je repose l'éprouvette sur la balance, on obtient une masse de 49,8 grammes. En gros, si on arrondit, on est à peu près à 50 grammes. Voilà comment on fait pour mesurer en fait la masse d'un liquide. En fait, il va falloir définir le volume du liquide qu'on étudie. Et donc, on va utiliser la fonction TAR de la balance, c'est-à-dire on pose le récipient vide, on fait le 0, la TAR, et ensuite on remplit le récipient avec le volume de liquide qui nous intéresse. Donc on va pouvoir compléter, j'éteins la balance pour économiser les piles, et on va pouvoir compléter donc notre document avec les différentes étapes du protocole, toujours en commençant par un verbe d'action. Donc on commence toujours avec la première étape, poser la balance sur un support horizontal. Allumer la balance et attendre qu'elle affiche 0 g. Donc on est sur cette étape-là, j'ai affiché 0 g. Ensuite, on pose l'éprouvette graduée vide sur la balance, qui va donc afficher une valeur différente de 0. Nous, de mémoire, moi j'avais obtenu à peu près 79 grammes. Je ne me souviens plus trop exactement de la valeur, mais c'est pas grave. À peu près 79 grammes pour l'éprouvette qui était vide. Sauf que cette masse-là ne m'intéresse pas. Donc ensuite, étape suivante,
appuyer sur le bouton 0, ou alors sur certaines balances, c'est le bouton qui s'appelle tare. On dit en fait, on fait la tare de la balance. Il y a même un verbe, on dit tarer la balance. D'accord, donc appuyez sur le bouton 0, tare, pour afficher la valeur 0 g, mais cette fois-ci 0 g pour l'éprouvette qui est vide. Ensuite, on ajoute un volume connu d'eau dans l'éprouvette. Ici, tout à l'heure, moi j'ai 50 ml. Et ensuite, lire tout simplement la masse de ce volume d'eau sur la balance. Donc ici, sur mon dernière image, on va donc venir placer une certaine quantité d'eau, toujours avec le ménisque vers le bas. D'accord, par exemple, ici, moi j'avais 50 ml d'eau. Et puis j'ai trouvé, alors je vais l'écrire en dessous parce qu'il y a un peu d'eau sur mon document, on avait trouvé 50,0 g. Si j'arrondis, je crois que c'était 49,9. Mais bon, ici la valeur n'a pas trop d'importance. On est à peu près à 50 g. D'accord, on va le renoter ici. Un volume de 50 ml d'eau à une masse de 50 g. Soit, si on l'écrit de manière bien rigoureuse, petit m de 100 ml d'eau. Alors c'est pas 100, nous on va utiliser, c'est 50. C'est 50 g. Voilà comment on fait pour mesurer la masse d'un liquide avec une balance de précision et avec donc l'éprouvette graduée. Alors la dernière étape, on est vraiment sur la fin de notre chapitre, c'est comprendre en fait quel est le lien ensuite entre la masse et le volume, parce qu'il y a un lien en mathématiques entre ces deux notions. Et c'est pour ça justement que souvent on a tendance à confondre les deux dans la vie de tous les jours, parce que justement elles sont reliées entre elles. Pour ça en fait on va reprendre exactement la même manip que tout à l'heure, mais on va remesurer à chaque fois différents volumes. Donc là on va déjà pouvoir noter dans le tableau le premier résultat que j'ai eu tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai choisi cette valeur d'ailleurs, 50 ml d'eau. On avait un volume, une masse de 50 g. Donc je vais refaire maintenant la même manipulation, mais en changeant de volume. Donc par exemple ici en prenant 100 ml d'eau, donc je rallume la balance, j'attends que le 0 s'affiche, je pose l'éprouvette graduée vide sur la balance, j'appuie sur 0 pour faire la tare de ma balance, et donc maintenant, je vais pouvoir compléter mon éprouvette avec 100 ml d'eau. Que je vais compléter de manière précise avec ma pipette d'eau. Quand on regarde bien à l'horizontale, il y a une petite bulle d'air là, je ne vois pas bien. Là, je ne suis pas à 100 ml, je suis à 98. Là. J'ai atteint les 100 ml d'eau dans l'éprouvette graduée. La masse obtenue sur la balance est de 99,5 ml. On va même pouvoir arrondir à 100 ml. Ici, 100 g, pardon. Donc 100 ml d'eau dans l'éprouvette, c'est environ 100 g. 150, on continue. Je rajoute 50 ml à chaque fois. On va aller jusqu'en haut de l'éprouvette. Donc on va rajouter à chaque fois 50 ml supplémentaires. Faut pas que j'aille trop vite pour ne pas dépasser la valeur. Voilà. Je suis à 148. On va aller jusqu'à 150. Là, je suis à 150 ml d'eau dans mon éprouvette graduée. La masse obtenue est de 149,3, 149 grammes. On peut là aussi arrondir à peu près 150 grammes environ
avec les incertitudes liées à la mesure, puisqu'ici, la mesure sur l'éprouvette graduée au niveau du volume n'est pas forcément très précise. Est-ce que je suis vraiment tout pile à 150 ml ou est-ce qu'on n'est pas un petit peu en dessous? Là, ici, on fait à chaque fois des valeurs arrondies. On continue, 200 ml d'eau. On enlève les bulles d'air. On complète avec la piscette pour avoir le plus de précision possible. Presque. 200 ml d'eau dans mon éprouvette graduée quand je regarde bien le bas du ménisque et on est à quasiment 200 grammes. Je pense que vous avez compris le principe. Il nous reste à faire la dernière mesure pour l'éprouvette remplie entièrement à 250 ml. D'air. « 250 ml d'eau dans l'éprouvette et on est sur la balance quasiment à 250 grammes pour la masse d'eau, donc ici pour les 250 ml. Alors l'intérêt c'est quoi? Vous l'avez compris finalement, c'est de se rendre compte qu'il y a un lien entre les deux. C'est pour ça souvent même que dans la vie de tous les jours on a tendance à confondre. En fait ce lien c'est juste qu'il y a une proportionnalité. À chaque fois qu'on va multiplier en fait le volume d'eau par une grandeur, par un nombre entier, et en fait la masse va être multipliée par le même nombre. Par exemple ici vous remarquez que si je passe de 50 ml à 100 ml, en fait le volume a été multiplié par 2. Et pour la masse c'est la même chose. Ça a été multiplié par 2. Même chose, si je passe par exemple ici des 100 ml aux 200 ml, je change de couleur pour qu'on revienne, 100 ml à 200 ml c'est x2, et pour la masse, c'est pareil, c'est x2. Si je fais, par exemple, pour passer des 150 ml, des 50 ml aux 150 ml qui sont ici, le volume ici a été multiplié par 5. D'accord ? 5 fois 50, on obtient bien 250. Et du coup, si vous regardez ici, on obtient exactement le même calcul. La masse que j'avais au départ, je multiplie par la même grandeur et j'obtiens ce résultat-là. Donc en fait, on peut pouvoir conclure que pour une même substance, et ça c'est important de bien comprendre que c'est pour une même substance. Cette expérience-là, je l'ai faite avec de l'eau du robinet. Si en cours d'expérience, je change de matière, je change de substance, par exemple j'enlève l'eau et à la place je mets de l'huile par exemple, là les résultats vont être complètement différents. On est bien sûr pour la même substance, pour la même matière, la masse et le volume sont proportionnels. Si je multiplie le volume d'eau par 2, la masse va être multipliée par 2. Et ça c'est très important, c'est lié à un paramètre que vous allez voir l'année prochaine en 4e qu'on appelle la masse volumique. Et tout le travail qu'on a fait là aujourd'hui sur l'année de 5e, c'est justement pour préparer un petit peu cette notion que vous verrez l'année prochaine. En déduire, du coup, c'est le dernier petit exercice, la masse d'un litre d'eau. Quelle pourrait bien être la masse d'un litre d'eau liquide en justifiant, en sachant qu'on a proportionnalité. Je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Je pense que tout le monde a compris, par exemple, si je prends ici les 100 ml pour arriver à 1 litre, je dois multiplier par 10. 10 fois 100 ml, ça fait 1000 ml, ce qui correspond à 1 litre. Et donc, si je prends ici la masse de 100 grammes, je multiplie par 10 également, j'obtiens 1000 grammes, et 1000 grammes, ça correspond à 1 kg. C'est pour ça que souvent, on a tendance à confondre et dire 1 litre d'eau, c'est 1 kg. Mais il faut faire attention parce que ça, c'est valable uniquement pour l'eau liquide. Si je change de substance, par exemple en prenant de l'huile, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sera des valeurs complètement différentes. Donc ici, on va dire la masse d'un litre d'eau, je vais mettre petit m, 1 litre d'eau égale 1000 grammes égale 1 kg, car 1 litre,
c'est égal à 10 fois 100 ml. Je prends cette valeur-là de 100 ml que j'ai multiplié par 10 pour obtenir 1 litre. Et je prends en fait ce coefficient-là, 10 fois la masse en grammes, c'est bien 1000 grammes, c'est-à-dire 1 kg. Donc 1 litre d'eau pèse 1 kg. Attention, on est bien sûr de l'eau et pas autre chose. Ça, c'est dû au fait que la masse et le volume d'une substance sont tous les deux proportionnels. Voilà, cette vidéo se termine pour ce cours. J'espère que tout le monde a à peu près bien compris de quoi il s'agissait. N'hésitez pas à la revoir et à faire régulièrement pause pour bien comprendre les différentes expériences et les différents travaux que j'ai pu faire. Et je vous invite à continuer à aborder ces notions et à les approfondir, notamment en faisant les différents exercices que je vous ai donnés à faire sur ces notions. À bientôt!